Dans cette capsule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le droit à l'autodétermination, un droit au Québec qui est acquis pour le Québec et puis qu'il n'y a personne qui remet en cause. Et puis que, d'ailleurs, le Québec l'a exercé à 2 reprises, etc. Donc, pour les gens au Québec, le mouvement souverainiste, ce droit-là pose aucun problème. Sauf que, dans la réalité, ce droit-là est une fiction. Pourquoi c'est une fiction? Parce que si le référendum, le résultat du référendum gagnant n'avait pas été respecté par le fédéral et qu'on n'était pas en mesure, à ce moment-là, de l'imposer comme décision, la souveraineté du Québec, ça veut dire que le droit, par conséquent, le droit à l'autodétermination était une fiction. Dans une vidéo précédente, la fin du référendum et maintenant, je fais la démonstration que le Québec, en 95, encore moins en 80, en 95, n'avait pas réuni les 2 conditions pour arriver à un changement de statut dans le cas d'un référendum gagnant. Ces 2 conditions-là sont exercer son pouvoir sur son territoire complètement et se faire reconnaître à l'international le nouveau statut. Alors donc, ni une ni l'autre. D'ailleurs, concernant le contrôle sur le territoire, le fédéral s'est révélé par la suite que le fédéral avait un plan pour la partition du Québec en cas de victoire du oui. Et puis, c'est Stéphane Dion qui nous révèle ici, lors d'un entretien en 2007, Dion expliqua que le gouvernement fédéral avait commencé à examiner des scénarios possibles en cas de victoire du oui, y compris la mission ingrate de diviser le territoire et de décider qui devrait posséder quoi. Ça concerne les 2 tiers du territoire, les Cris et les Inuits, des territoires acquis en 1898, en 1912, à certaines conditions. Alors, là, on avait, du côté des souverainistes, aucun plan contingent pour contrer ça, cette dynamique politique-là. Alors donc, sauf une étude d'experts qui disait que dans le cas de souveraineté, l'État garde son territoire dans son nouveau statut. Sauf que là, on réclame nos droits en position de faiblesse et on les exerce en position de force. Et dans le cas du projet souverainiste au Québec, ce qu'on n'a pas jamais compris du côté souverainiste, c'est que pour Ottawa, la force primait le droit. On a affaire au prince Pierre Elliott Trudeau. Le prince, OK? Et puis, juste à lire 2 extraits, vous allez comprendre. La force, ça c'est le prince de Machiavel. La force, c'est juste quand elle est nécessaire. Donc, pour Trudeau, la souveraineté du Québec, c'est un crime contre l'humanité. On se souvient de cette déclaration-là. Fait que tous les moyens sont bons pour la contrer, OK? Donc, la force est juste quand elle est nécessaire. Et l'autre partie de la citation, c'est que le prince songe donc uniquement à conserver son État. S'il réussit, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. C'est aussi simple que ça. S'il échoue, il est blâmé. C'est ça la game, là. C'est ça la partie. Alors donc, ça, le mouvement souverainiste a été incapable de relever le défi du réel, le réel étant que la force prime le droit dans le cas du projet de souveraineté du Québec. OK? Donc, ça, c'est des informations qu'on obtient après le référendum de 1995 et on peut donc dire que les souverainistes ne savaient pas ça. OK? On peut dire, bon, ils ne savaient pas. OK? Sauf que ce qu'ils savaient, avant même les 2 référendums, c'est que il n'y avait pas de reconnaissance du droit à l'autodétermination du Québec de la part d'Ottawa. Alors, on va revenir sur comment arrive la proposition du référendum,
parce que le Parti québécois de 1967, ici, René Lévesque, allé jusqu'à 1973, il n'y en a pas de référendum, OK? Alors, le référendum a été proposé, suggéré par des grands mandarins fédéraux à Claude Morin en 1969. Il rapporte ça dans son livre « Mes premiers ministres », OK? Maintenant, la même année, en 1969, le gouvernement fédéral déclare la guerre au mouvement souverainiste. Ça, on va l'apprendre. C'est dans une réunion le 17 décembre 1969. Le premier ministre Trudeau présentait au comité du cabinet sur la sécurité et le renseignement un mémorandum intitulé, je vais le dire en anglais, ça va... Current Threat to National Order and Unity, Québec séparatiste. Alors, c'est la menace présente à l'ordre et à l'unité nationale, le mouvement séparatiste Québec. OK? Donc, ça, c'est un feu vert qui est donné au service de renseignement à la GRC de prendre tous les moyens pour combattre quoi? Un mouvement démocratique, légal, légitime. Alors, c'est un déni complet de la démocratie. Eux autres sont en guerre, là. OK? Et effectivement, ils vont utiliser ces moyens-là. Et puis, il va y avoir un événement qui va faire éclater l'histoire. C'est qu'il y a un agent de la GRC qui publiait des communiqués du FLQ alors que le FLQ n'existait plus et qui, à un moment donné, posait des bombes, des petites bombes, puis il y en a une qui a éclaté des mains. OK? Et donc, c'est là que... Et là, on s'est aperçu aussi que c'est dans les activités clandestines, il avait été volé la liste des membres du Parti québécois. Donc, un parti politique, légitime, légal, qui se fait, tu comprends-tu, qui est victime d'opérations clandestines par le gouvernement canadien. On est en guerre, OK? Alors donc, il va y avoir, suite à ça, 2 commissions d'enquête. Commission McDonald pour le Québec et la commission, la commission Cable pour le Québec et McDonald pour Ottawa. Alors là, les faits vont être publics avant le premier référendum en 80. Alors, c'est très clair là, que c'est des témoignages sous serment, etc. Ils nous font la guerre, quoi. Alors, à ce moment-là, un minimum de réalisme politique aurait voulu que le gouvernement souverainiste, avant d'aller dans un référendum, engage Ottawa à se commettre par écrit à l'effet de reconnaître le résultat du choix démocratique des Québécois. Ça n'est pas arrivé. Il y a comme un déni de réalité. Alors, tu comprends? C'est clair que la force prime le droit, là. C'est très, très clair. Et donc, que tu as... Est-ce qu'ils ont participé au débat? Hein? Ouais. Les commissions. Toutes ces informations-là, connues, publiques. OK? Il y a même un avocat que je connais qui a cherché à obtenir par la loi d'accès à l'information le fameux mémorandum dans les détails. Puis, il n'a pas réussi, puis il n'a pas été appuyé par le mouvement souverainiste. Il ne voulait pas amener devant le public le fait que... Il ne voulait pas faire peur. Exact. C'était juste pour ne pas faire peur au public, continuer à croire que l'État canadien, c'est un État démocratique idéal dans le cas d'un projet de rupture de son territoire, là. L'État canadien, face au droit à l'autodétermination du Québec, à cette époque-là, au début des années 70, l'État canadien a eu à se prononcer spécifiquement sur le droit à l'autodétermination du Québec. C'était dans les batailles constitutionnelles, puis à un moment donné, en 1971, l'entente de Victoria, c'est un échec, OK? Et là, le fédéral se demande... qu'est-ce qui va arriver, etc. Ils font une commission mixte du Sénat et de la Chambre des communes. Il y a 10 sénateurs, 20 députés,
Puis là, ils vont faire le tour des villes, tout ça. C'est une grosse affaire, OK? Et un des thèmes qu'ils vont aborder, c'est sur... Et ça nous est rapporté, je vais vous donner le lien après, sur la question la plus chaude de tous, celle de l'autodétermination du Québec, le consensus ne fut pas possible. OK? C'est que, si à un moment, là, ils disent dans la recommandation, je vous cite le texte, OK? Si à un moment donné, les citoyens d'une partie du Canada se déclarent démocratiquement en faveur d'une politique historique qui serait opposée au maintien du régime actuel, tu comprends comment c'est flou, là? C'est par la négociation politique et non par le recours à la force militaire ou à d'autres forces coercitives qu'il faudrait régler le désaccord. Ça, c'est dans le rapport, OK? C'est du flou artistique, là. Ils ne répondent pas à la question, le droit du Québec à l'autodétermination. Ils parlent d'une région, des citoyens, etc. On peut imaginer la partition d'un peu partout du territoire, là. On parle de changement de régime, mais non pas de... C'est exactement ça. Rien de précis. Alors que c'est un État qui parle, OK? Qui devrait parler en termes statutaires. Donc là, on est dans le flou artistique. Et quand il parle de la violence, c'est parce qu'on vient juste de sortir de la crise d'octobre de 70, là, OK? On est au début de 70. Alors, mais là, il y a deux membres du comité, le député libéral Pierre Debanné et le sénateur conservateur Martial Asselin, eux qui sont du Québec, OK, qui insistèrent dans un rapport dissident pour que la Constitution canadienne contienne la reconnaissance expresse du droit fondamental du Québec à l'autodétermination. Là, ils se font braquer devant une question précise, OK? Oublie le flou artistique, puis gars, réponds-moi. OK? C'est quoi la réponse? Hein? C'est important de l'avoir, hein? Elle ne peut pas être ignorée. Or, ce rapport dissident ne fut pas consigné au rapport du comité qui en refusa le dépôt officiel au Parlement. OK? Ton droit à l'autodétermination, là, s'il était reconnu par le fédéral, là, ça serait d'une manière statutaire dans ce rapport-là. Or, ils ont pris la question puis ils l'ont flushée. Elle n'existe pas. Puis si tu vas au Parlement pour voir le rapport, ça n'existe pas. Ça, c'est rapporté dans l'État du Québec en devenir. On a ça, c'est un livre qui est gratis en ligne à l'UQAC, classique. Université du Québec à Chicoutimi, classique. Gérard Bergeron. L'État du Québec en devenir, je pense à la page 453. C'est à la fin du livre. C'est Gérard Bergeron. OK? Gérard Bergeron, c'est un des rares qui a fait ses recherches sur le thème de l'État, de la genèse de l'État. C'est très, très rare au Québec que des gens ont fait un travail sur l'État. Bref, Gérard Bergeron, je ne vais pas vous... allez-y, vous allez lire ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. L'État canadien, les deux chambres, ont pris le droit à l'autodétermination, puis ont fait ça avec. Chut, ça n'existe pas. OK? Sauf qu'ils gardent le flou artistique, parce que s'il avait dit à Debanné puis à Asselin, ce droit-là, on ne reconnaît pas, là, il aurait réveillé tout le mouvement souverainiste qui aurait dit hey, on n'a pas le droit à l'autodétermination. Là, il aurait revenu recadrer stratégiquement leur projet dans la réalité. OK? Sauf que le fédéral, entretenant le flou, OK? Allez-y avec le parcours, le cadre stratégique du référendum. Tu sais, au bout du parcours, tu gagnes, mais tu ne gagnes pas. Puis tu flirtes avec la fatalité. C'est ça. Et alors, ils ont été dans ce piège-là tout le long. Et c'est pour ça qu'il faut se demander, le droit du Québec à l'autodétermination, est-ce que c'est une fiction? Eh bien, c'est la question que je posais, parce que là, je travaille avec un groupe, l'équipe de Vigile, sur ces questions-là depuis un très bon moment, tu sais. Et puis, à un moment donné, on arrive à cette conclusion-là. C'est un droit qui est fictif, c'est une fiction politique, et on a engagé des énergies depuis 50 ans, énormes. On s'est divisé, tiraillé, on s'est usé, on arrive au bout du parcours dans un cul-de-sac à partir d'une proposition qui, au départ, repose sur une fiction. Elle n'est pas pire, celle-là. Ça fait qu'à un moment donné,
il faut se poser la question, qui peut sonner la cloche pour réveiller le monde? OK? Alors, l'Institut de recherche sur l'autodétermination et les indépendances, l'IRE, c'est l'organisme tout indiqué pour répondre à la question, le droit à l'autodétermination, c'est une réalité ou une fiction? Alors donc, on a envoyé une lettre pour poser la question, justement, en résumant que les positions, qu'on n'avait pas réuni les conditions pour que le référendum soit effectif. Donc, parce que Ottawa allait se braquer, ne pas reconnaître les droits démocratiques, le choix des Québécois, c'est très clair, OK? Donc, à partir de là, est-ce que le droit à l'autodétermination, c'est pas une fiction? Et si ça l'est, cette conclusion-là, l'IRE conclut ça, ça veut dire qu'il faut tout revoir notre cadre stratégique. OK? Là, ça fait plus qu'un mois qu'on a déposé ça en dessous de la porte parce qu'ils ne répondent pas au courriel, puis le téléphone, il semble être débranché. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'IRE? Silence radio, pas d'abonnés au numéro que vous avez composé. Je ne sais pas c'est quoi, mais ils vont devoir répondre à ça parce qu'on va publier cette lettre-là. Ça prend absolument une réponse. Il faut arrêter de s'endormir dans une illusion puis s'investir autant d'énergie que ça. Et puis donc, par la force des choses, là, on arrive au 1er octobre, OK? Les résultats de l'élection, la nation historique, c'est ça la base de l'élection de la CAQ, là, c'est les régions, la nation historique. Ils ont décidé que, regarde, le référendum, par la fenêtre, regarde, on revient à quoi? On revient, puis là, c'est le fun, parce que dans l'histoire, il y a eu, en fait, 2 cadres stratégiques qui ont été proposés dans les années 60. OK? Le cadre du Parti québécois, le référendum, mais l'autre cadre qui était Daniel Johnson. Alors là, la CAQ, quand on va voir le programme, ils sont sur l'autonomie. OK? Là, c'est Daniel Johnson. L'autonomie qui donne le droit à l'autodétermination. Si tu n'as pas consolidé ton autonomie, c'est ça qui fait que tu as une reconnaissance du droit à l'autodétermination. Alors, c'est sûr que le Québec ne peut pas dire on n'a pas ce droit-là. Mais peut dire, nous, on prétend qu'on l'a, eux autres, ils nous nient ce droit-là. C'est ça l'affaire. Et donc, c'est l'autonomie qui prend de la consistance, qui fait que ça s'impose finalement, dans la réalité, le droit à l'autodétermination. Il y a beaucoup de souverainistes qui sont passés à la CAQ parce qu'ils ont compris que, gars, on était dans les illusions. OK? Entre autres, ici, qui est l'idéologie du hasard, OK? Jean-François Simard, tu sais, je veux dire, regarde, c'est de l'idéologie, puis on est au hasard, tu sais, puis on flotte dans quelque chose, mais ça n'a aucune réalité. Alors, il y a des souverainistes. Un autre qui a passé à la CAQ, c'est Stéphane Gobel. Stéphane Gobel, il a écrit « Un gouvernement de trop ». C'est pas... Tu comprends? Eux, ils arrivent à la conclusion, regarde, tout ça, c'est de l'illusion. Le programme de la CAQ, projet national. Projet nationaliste, un volet, projet nationaliste, la fidélité première d'une grande majorité de Québécoises, de Québécois va au Québec. C'est ce que Daniel Johnson, père, a appelé le Québec d'abord. Fait référence directement à Daniel Johnson, père, égalité ou indépendance. L'élection de 1966, il y avait cette petite plaquette-là, égalité ou indépendance. Moi, y revenir un peu plus loin. OK? Québec d'abord, un sentiment profond, puissant, qu'il faut aussi bien respecter qu'assumer. OK? Tu vois, là, la nation historique qui est branchée dessus. Là. Il ne parle pas de la nation civique, puis on a eu des gens qui sont venus de partout, puis gare, puis on est tous ensemble. Hein? En plaçant le principe de l'autonomie au cœur de son projet politique, la CAQ s'inscrit dans une lignée qui, au cours de l'histoire, a fait de la défense des intérêts vitaux du Québec une priorité absolue. Et la CAQ, ils ne remettent pas la Constitution de 82 en jeu. Là. Eux autres sont dans le thème qui, d'après moi, ressemble beaucoup à Daniel Johnson, c'est-à-dire, regarde, on s'en va chercher l'égalité.
à partir du moment où on cherche l'autonomie. Là, ils veulent le rapport d'impôt unique. Hein, on contrôle. Ils veulent la charte des valeurs. La charte des valeurs, c'est un peu un code de citoyenneté, puis ça s'en va en collision frontale directe avec la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme. Là, OK? Et là, ils veulent utiliser la clause dérogatoire. On peut y revenir, là. Bref. Alors donc, on a ça. Ça, c'est la situation actuelle et qui nous ramène à est-ce que la CAQ, son autonomie, est assez consistant pour nous ramener au cadre stratégique dans lequel était Daniel Johnson en 1968, en 1966, avec sa plaquette « Égalité ou indépendance ». Il faut revenir à la stratégie de Daniel Johnson pour savoir, lui, c'était quoi qu'il avait comme stratégie pour en arriver à imposer le droit à l'autodétermination du Québec, mais de manière réelle. Fait qu'on va y arriver, on va aborder Daniel Johnson, égalité ou indépendance. Quand Daniel Johnson, il dit « on nous nie le titre de nation et on nous nie, il dit c'est des enfantillages, on nie le fait que le Québec est un État, alors qu'on est supposé être dans une confédération, et son argument, c'est que dans une confédération, il y a des États membres qui fondent la fédération, la confédération. Donc, c'était ça. Et puis, cette bataille-là, on comprend que Ottawa, pour aucune raison, OK, il allait reconnaître la nation et l'État du Québec, surtout le Canada de Trudeau. Et puis, on peut retrouver ça, parce qu'il y a des déclarations de Trudeau sur ces deux thèmes-là. Et c'est important je vais les lire parce que ça vient en 98, un autre en 94. En 98, sur la nation, qu'est-ce qu'il dit? OK? Il dit « Les Québécois possèdent d'immenses richesses, mais génération après génération, ils n'ont pas su exploiter pleinement ces dons à cause de l'aspect rétrograde de leur personnalité culturelle collective. » C'est une déclaration qu'il aurait faite en février 1998 devant des médias. Concernant l'État, le Québec comme État, il dit, en avril 1994, c'est rapporté dans Le Devoir, OK? En avril 1994, alors qu'un deuxième référendum pointait à l'horizon, Trudeau père s'était adressé à une soixantaine de membres de la Société royale du Canada, triés sur le volet dans un amphithéâtre de l'Université Montréal, et il n'avait pas caché son dépit concernant l'État, OK? Je cite, « Les professeurs enseignent le nationalisme dans les écoles. Ils disent à leurs élèves que le Québec est un État. Et c'est faux. Le Québec est une province, un canton, un district. » Puis là, de conclure Le Devoir, pourquoi pas une commune tant qu'à y être? Trudeau dans toute sa méprisante splendeur. Donc, on comprend Daniel Johnson que dans sa stratégie imposée, la reconnaissance statutaire de la nation et de l'État du Québec, c'était la clé de tout. Pourquoi? Parce que dès que le Canada reconnaît ça, the game is over. On a gagné. C'est fini. Or, on peut y parvenir très simplement et surtout pas par un référendum d'initiative, mais tout simplement en additionnant l'édification de l'État du Québec pour que cet État-là s'impose comme une réalité que tu ne peux pas nier parce que là, tu l'as d'en face. Donc, fait à noter, concernant égalité ou indépendance, il y a un nouveau parti qui est apparu en Alberta avec le slogan, c'est un parti autonomiste, avec le slogan de Daniel Johnson, « Égalité ou indépendance ». Ça, c'est particulier, là, l'évolution du Canada. On va revenir à la fin pour le contexte canadien, là, mais pour le moment, on revient à Daniel Johnson. Daniel Johnson, ici, c'est important de noter qu'il y avait ici
à l'époque de Daniel Johnson, on est en 66. En 1966, il y a Daniel Johnson qui publie ça en 1965, que ça devient son programme électoral, le Québec d'abord pour l'élection de 1966, qui va remporter, OK? Ça va amener la visite du général de Gaulle, qui ne sera pas arrivé autrement, là, OK? Il y avait aussi le RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale, et André d'Allemagne, qui était le penseur du mouvement, OK? Qui se prononce sur égalité ou indépendance. Il dit que c'était un nationaliste folklorique. Pourquoi? Parce que c'est ambivalent. Daniel Johnson ne dit pas indépendance. D'abord, c'est égalité. OK? On va y revenir. Et en même temps, en 1967, OK, on est en même période d'avoir tous ceux-là, OK? Puis on voit les deux cadres stratégiques différents, OK? Alors là, on a René Lévesque qui va s'attarder assez longuement, il va citer assez longuement des passages d'égalité et d'indépendance pour dire que, logiquement, c'est irréaliste. Parce que c'est pas clair et la partie sur l'indépendance, c'est-à-dire la partie sur l'égalité, c'est sûr que le Canada va refuser. OK? Bon, c'est ça. Fait que ces deux-là, ils sont dans la logique, sont dans un rationnel par rapport au projet qu'on met sur la table clairement. Et dans le cas de Daniel Johnson, c'est autre chose. Lui, il est dans une dynamique politique. OK? Et c'est important de noter que il n'y a pas juste ces deux-là qui vont se prononcer finalement sur égalité ou indépendance. Il y a Jacques Parizeau. Mais Jacques Parizeau, beaucoup plus tard, en 1997, dans son livre « Pour un Québec souverain », à la page 22, Parizeau qualifia l'ouvrage de Johnson d'idée géniale parce qu'elle correspondait tellement bien à ce que tant de gens souhaitaient, l'égalité ou l'indépendance. Parce qu'il faut rappeler qu'en 1966, l'indépendance était à 10 %, puis Daniel Johnson, son caucus, était contre lui avec cette proposition-là. Ça fait qu'avec les cartes qu'il y avait, là, il avait poussé au maximum. Alors, la stratégie de Daniel Johnson, premièrement, Daniel Johnson comprend que pour que le droit à l'autodétermination soit effectif, il faut qu'Ottawa reconnaisse la nation et l'État du Québec de manière statutaire. OK? Pas dans des motions puis des discours de politiciens, mais l'État canadien reconnaît la nation et le Québec comme un État. OK? Donc, ça s'impose et ça ne se négocie pas. OK? Il dit dans son livre, on ne quémande pas ces droits-là. OK? Alors, donc, sa stratégie pour y parvenir, c'était qu'il était dans la conférence constitutionnelle de 1967 à Toronto, puis lui, il attendait juste que le fédéral lui claque la porte comme il faut. OK? Puis là, sa stratégie était très simple. C'est rapporté ici dans sa biographie. Daniel Johnson, OK, Pierre Godin, super, lui. Lui, c'est un biographe, là. OK? Et là, on apprend que c'était quoi son plan. OK? C'est que, aussitôt qu'on lui claquait la porte, il rapporte à la page 303 du livre, il n'hésitera pas à consulter le peuple et à convoquer une assemblée constituante pour se donner une constitution, puis faire un référendum de ratification de la Constitution du Québec, à savoir le Québec est une nation, est un État. Il dit là-dedans, je suis certain que 80 % des Québécois appuieront la thèse des deux nations. Donc, il l'imposait là. OK? Et là, il a fallu que Trudeau se batte contre ça. Il était dans une position de faiblesse là. OK? Alors, on l'a vu après, avec l'échec du lac Meech, que quand le Québec se fait claquer la porte d'en face comme il faut, il y a une réaction forte. Alors, lui, il avait prévu ça, Daniel Johnson, et c'était sa façon à lui d'imposer de manière statutaire la reconnaissance de la nation et de l'État du Québec. C'était un préalable, OK,
à ce que le droit à l'autodétermination soit effectif. Mais on revient à ça, parce que là, on est avec l'autonomie de la CAQ. OK? Alors donc, il est en train d'imposer la réalité. Tu as vu dans son programme, il ne réfère pas à une nation civique. Non, c'est une nation historique, puis tu comprends-tu? On est lié à ça, puis c'est un absolu, puis etc. Alors donc, on est dans cette dynamique-là. On est revenu dans la dynamique, le cadre stratégique de Daniel Johnson, qui se trouve à être, pour résumer simplement, plutôt que d'avoir une loterie référendaire qui nous font gagner notre maison, on la bâtit brique par brique. Donc, alors ça, mais là, on est dans la cage constitutionnelle de 82. Et on a vu quand Couillard est cogné à la porte pour parler de constitution, paf! Sauf qu'il y a un contexte, puis on va y revenir dans une autre capsule, il y a un contexte au Canada. Hein, on vient d'évoquer le parti en Alberta qui vise l'autonomie. OK? Alors, il y a un contexte où l'Alberta va ouvrir la porte constitutionnelle. Il y a une crise constitutionnelle les conditions sont réunies pour qu'elle soit majeure et inévitable, puis initiée par l'Alberta. On va en parler dans une autre vidéo. Mais pour le moment, conclusion, c'est que ceux qui ne l'ont pas compris, le droit à l'autodétermination du Québec est une fiction et il est temps d'arrêter de s'investir des énergies incroyables dans une direction qui repose sur une base fictive. OK? On a à revenir à la réalité de la politique. Moi, personnellement, je suis arrivé à ça parce que depuis au moins une dizaine d'années, j'ai commencé à fréquenter les travaux de géopolitique de M. J.R.M. Sauvé. Et puis, c'est à partir de là que, avec une petite équipe, on refait une lecture, mais une lecture un regard de réel politique. La force prime le droit dans le cas de la proposition le projet souverainiste du Québec. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça fait que ce serait le fun que les penseurs souverainistes s'ajustent à la réalité.